Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Une expérience d'art-thérapie. La halte femme de Paris, postface de Yann Benoît, l'Harmattan à paraître. Photographie, Victoria Lacombe. Couverture, Victoria Lacombe. Formatage, Boueni, @mpoukri, Ouagadougou. Propos de l'éditeur. Ayant eu le mémoire sur la maladresse de Victoria entre les mains, il nous a semblé que le traitement original qu'elle faisait d'une question paradoxale de la créativité artistique méritait d'être retravaillé en vue de cette publication. Un hasard de mise en page ayant produit de nombreuses pages de gauche blanche, nous avons utilisé des photographies de ce mémoire comme illustration. Nous remercions personnellement le peintre Ronel d'avoir bien voulu rédiger une postface à cet ouvrage. Puisant dans son expérience de peintre et d'enseignant, il donne un ancrage particulier aux questions soulevées par Victoria. Par ailleurs, nous sommes sensibles à l'honneur qu'il nous fait de nous avoir proposé 2 dessins de ses carnets de voyage, de son travail spontané sur le terrain. Ils ne représentent non pas tellement 2 objets saisis sur le vif que des sujets saisis à cru, comme il nous le disait. Captés par l'imaginaire autant que par le pinceau, ils sont emblématiques de son travail comme de sa maîtrise de techniques intégrant la maladresse, celle même dont nous parle Victoria. Et ici en l'occurrence, celle du peintre se jouant de celle de la mer et de son travail qui, au fil des tempêtes, corrode et sculpte les pieux du sillon de Saint-Malo, donne un sens à ces sentinelles des sables. Devant les poupées de fécondité Giziga fabriquées avec soin, amour et respect par ses confrères sculpteurs camerounais, le pinceau du peintre se plaît à traduire ce que l'œil voit afin de nous dévoiler derrière l'objet fini sa charge de sacré. Denis Pryen. Directeur des éditions L'Harmattan. Couverture du mémoire et sa pochette à document graphique. Remerciements. Le présent ouvrage est tiré d'un mémoire de Master 2 soutenu à l'École supérieure d'art et de design, ESSAD, d'Orléans. Je remercie MM. Ludovic Duhem et Maxence Riflet, professeurs de l'ESSAD d'Orléans, qui ayant compris que ce thème me tenait à cœur car il sortait de ma pratique esthétique d'artiste, ont accepté que je le traite pour mon mémoire de fin d'études. Ce mémoire, page de gauche, était imprimé sur une seule feuille de grande dimension, 84 par 176 cm, et plié de telle manière que l'on prenne connaissance des pages en ouvrant selon la pliure qui apparaissait perpendiculairement à la précédente. Y étaient jointes des figures et cahiers d'illustration, de format carte postale dans une pochette. Naturellement, les illustrations que je pouvais utiliser dans le cadre universitaire et le mode d'exposition de ce mémoire encouragé par le travail académique, ne peuvent être reprises dans le cadre du présent ouvrage. Note, sur les illustrations tirées d'extraits de vidéos. Ne pouvant illustrer cet ouvrage des nombreuses reproductions présentées dans l'original universitaire, l'auteur donne en illustration quelques extraits de vidéos personnelles réalisées lors d'interventions visant à produire de la créativité par la maîtrise de gestes d'apprentissage en art-thérapie, ou des vidéos d'essais de maladresse réalisées pour le mémoire. Ces vidéos furent présentées lors de sa soutenance à l'École supérieure d'art et de design d'Orléans. Ces vidéos procèdent de l'invention de procédés permettant une mise en danger et une distanciation du geste contrôlé. Elles visent à se dessaisir de la maîtrise du mouvement en l'entravant. Au final, le travail donne une liberté plastique en créant une contrainte, souvent inattendue, qui handicape le geste mais libère en quelque sorte l'esprit en le forçant à trouver une issue à la contrainte pour réaliser le projet. Par des situations absurdes, des gestes idiots et imprévus, sont ainsi créés des objets qui, pour inattendus qu'ils soient, interpellent par leur créativité burlesque. Avant-propos. L'idée de travailler sur la maladresse et de m'interroger sur ce qu'elle impliquait, vient de ma propre expérience plastique. Je revois encore un de mes professeurs me dire que le trait de mon dessin était maladroit, mais que cette imperfection lui donnait une fragilité qui en faisait sa force. Dès lors, je me suis bien gardé de m'acharner à pallier mes lacunes en dessin académique. Sa réflexion a provoqué en moi un soulagement. Était-ce finalement si important de ne pas avoir les capacités techniques requises, puisque ce dessin maladroit pouvait être autant considéré comme chargé de sens qu'un dessin impliquant la maîtrise des techniques, et qu'il me permettait d'être satisfaite, sans complexe, de mon travail ?
La maladresse est alors devenue pour moi une stratégie consciente que j'ai développée tant dans ma démarche que dans mon travail. Au lieu de m'appliquer à l'adresse et à l'habileté, je m'appliquais à la maîtrise de la faute. Désormais, j'exploitais le geste spontané tout en cherchant des stratagèmes pour le provoquer. Un paradoxe qui m'a permis de réintroduire dans mon travail une vivacité et une spontanéité que je ne parvenais pas à saisir auparavant. La notion de maladresse implique également celle du hasard, processus tout autant utilisé dans mes collages. Car au hasard d'une superposition de fragments, j'ai exploité la découpe, l'assemblement, l'imbrication des éléments pour former un tout esthétiquement cohérent. L'exploitation de ce hasard m'a permis de développer cette technique, qui est finalement aujourd'hui très maîtrisée. Cependant, pour moi le risque était de tomber dans une sorte de paresse, un confort facile trouvé dans un système qui fonctionnait et pouvait m'attirer la faveur des jugements. C'est pourquoi, je me suis interrogé sur l'intérêt de la faute, mais aussi sur la redondance du geste et la lassitude que cela peut provoquer autant chez le créateur que chez le spectateur. Il n'est pas question ici de conclure mes années d'études et de recherche sur ce principe, mais il me permet d'ouvrir un questionnement sur l'art et sur ses considérations, sans avoir la prétention de donner une solution, étant tiraillé entre l'avantage d'utiliser la maladresse comme principe créatif et la facilité comme la normativité qu'elle peut impliquer. Ainsi, je vois l'objet de ce livre que je tire de mon mémoire comme une réflexion d'étape dans ma pratique artistique. Ce sujet m'avait permis également d'aborder des notions qui sont pour moi de réels questionnements pour mon avenir, tels que l'art-thérapie, profession vers laquelle je m'oriente, soit l'art comme résilience, fondé sur des principes qui écartent tout jugement plastique et donnent une valeur humaine à l'acte pictural plastique dont la finalité peut alors être plus adaptée des démarches particulières. Je dois cependant remarquer une maladresse parfaitement involontaire dans cet ouvrage. Avant de penser réaliser un jour ce mémoire à l'Université d'Orléans et ce livre, je me suis intéressé à la maladresse et ai réalisé de nombreuses lectures et recherches sur Internet et couru des expositions où cette question était mise en valeur, même quand je n'en étais trop consciente. J'ai pris des notes et gardé en désordre ces bouts de papier qui parfois ne sont pas bien référenciés. Je prie le lecteur de m'excuser de n'avoir pu réaliser un travail parfaitement académique en laissant certaines citations sans référence très précise. Par ailleurs, si dans un travail universitaire il est admis que l'étudiant puisse pour un devoir, un mémoire ou une thèse, présenter les œuvres qu'il cite, ceci est impossible pour des raisons techniques autant que légales pour un ouvrage imprimé. Illustration, page intérieure du mémoire. Introduction, la maladresse, principe créatif. Aborder la maladresse comme principe créatif peut sembler paradoxal et même contraire à toute représentation et définition de l'art. C'est pourtant pour moi un moyen d'expliquer certaines œuvres et la démarche d'artistes qui fondent leur pratique personnelle plastique, en opposition aux codes académiques. La maladresse est au départ un acte physique, un manquement venant d'une décision qui rate sa cible et provoque des effets imprévus, ou des conséquences inattendues. C'est un geste qui échappe. Il est considéré comme une bêtise dans la conception, une erreur de la main, une bavure du trait. Il a une connotation péjorative et il est jugé négativement de par sa définition. Manque d'adresse, manque d'habileté, un manque de savoir-faire, de tact. Petit Robert. Ce qui nous intéresse, davantage que la polysémie du mot, c'est la prise de position du critique d'art Didier Semin, 1988, dans La revanche de la maladresse. Pour lui, la maladresse peut être historique ou individuelle mais toujours c'est la gestion heureuse d'un ratage. La maladresse artistique a donc été revendiquée dans le monde moderne et contemporain comme démarche créative. J'insisterai alors tout au long de ce livre sur ce contexte moderne et contemporain de cette revendication de la maladresse comme démarche artistique. Contre la perfection que chercheraient certains artistes, l'artiste maladroit serait en quête d'un ingénieux bricolage, de bouleversantes trouvailles pour contourner tous les savoir-faire. Il y aurait donc dans la maladresse comme une revanche sur la création divine. Didier Semin, 1988. Le principe de la maladresse a déjà été abordé, mais de manière indirecte, à travers différentes notions telles que celle de l'art idiot, du burlesque ou encore du hasard chez les surréalistes. Ainsi, Jean-Yves Joannet, 2003, dégage le concept de pratique esthétisante de l'idiotie. Cette idiotie devient donc un concept clé,
qui nous permettra d'expliquer une revendication artistique, un questionnement sur le statut d'œuvre d'art via des techniques et des notions qui peuvent inclure celle de la maladresse, bien que cette dernière ne soit pas le principal concept revendiqué par les artistes dont nous examinerons les démarches et certaines de leurs œuvres. Il s'agira simplement de préciser le lien et le questionnement entre leur pratique et notre interrogation. Mais il sera aussi pertinent de s'interroger sur une démarche que certains artistes ont délibérément cherché à utiliser. Par exemple, Sarah Leperchet, 2011, dans l'esthétique de la maladresse au cinéma, se questionne sur la notion même de faute, qui implique nécessairement la transgression de la norme. Les erreurs peuvent jouer un rôle libérateur. Il sera donc important de préciser les enjeux de la maladresse en rapport avec le jugement et la norme, de s'interroger sur la récupération volontaire des ratés, et de fonder notre propos sur les œuvres de divers artistes. Nous verrons que l'utilisation des effets de la maladresse comme un moyen de cerner l'insaisissable, d'instaurer un rapport authentique à la réalité, voire même de construire une nouvelle réalité, que des cinéastes, tels que ceux de la nouvelle vague selon Leperchet ont établi en opposition à une tradition de la qualité professionnelle. Nous nous attacherons à montrer la pertinence de ces propos, dans le domaine des arts plastiques. La maladresse est donc un principe de création principalement lié à l'art moderne et contemporain, qu'il soit intuitif, esthétique ou contrôlé. Sans affirmer qu'une histoire de la maladresse pourrait se faire uniquement via des œuvres du XXe et du XXIe siècle, il s'agit de rappeler que cette maladresse a été un moyen de briser l'idée commune de la faute défavorable, un principe qui peut recouper un champ d'action investi par certains artistes liés par des démarches, communes ou non. On ne confondra pas le terme de maladresse avec celui de gaucherie, dont nous montrerons qu'il porte une connotation clinique encore plus négative, se rapprochant du handicap qui, pas davantage que la maladresse, ne permet à la personne qui en est atteinte de rester dans la norme établie. L'enjeu, pour les artistes dont je parlerai, serait peut-être d'imiter les libertés de la folie, mais aussi, surtout en ce qui concerne les artistes soumis à un rigoureux apprentissage de l'académisme, une manière d'apprendre à désapprendre. Il est donc complexe d'aborder la maladresse comme une généralité ou un principe de l'art moderne et contemporain. Car et c'est le cas de certains artistes et même de certaines œuvres, il est possible de vérifier chez eux cette quête d'une merveilleuse maladresse que Boris Cyrulnik a identifiée chez ses malades, les vilains petits canards, comme « Un merveilleux malheur », titre de 2 de ses ouvrages. C'est pourquoi nous réduirons le champ de recherche à une définition limitée, mais double du terme. Nous verrons d'abord en quoi les vrais maladroits ne l'ont été qu'en fonction de la norme et d'un jugement social critique et esthétique. De l'art naïf, haïtien par exemple, ou celui du douanier Rousseau jusqu'à Basquiat, de l'art autodidacte jusqu'à l'art des malades mentaux ou à celui d'une handicapée comme Frida Kahlo. Cette conception de la maladresse a longtemps été abordée d'un point de vue négatif par le grand public comme celui d'une faute, d'une erreur, d'une incompétence, sauf en ce qui concerne Basquiat. Dans un second temps, nous nous intéresserons à la maladresse comme une pratique maîtrisée, comme effet recherché, comme une possibilité supplémentaire, une ressource et une innovation pour la créativité artistique. Une pratique totalement acceptée dans le milieu artistique et si bien maîtrisée par ses auteurs qu'on peut se demander si, pour certains d'entre eux, elle n'est pas devenue une nouvelle norme. Deviendrait-elle un nouvel académisme ? Est-il véritablement possible d'utiliser la maladresse dans la création artistique ? L'on s'interrogera sur l'illusion que peut avoir l'artiste à croire en un principe non contrôlé de création, ou sur une volonté de faire accroire au spectateur que l'œuvre est maladroite. Au bout du compte, une utilisation de la maladresse qui passerait avant tout par une adresse créant une illusion chez le spectateur. Extrait de vidéo présenté à Orléans. Au cours de la soutenance du mémoire. À l'École supérieure d'art et de design. Voir note de l'auteur page 10. Première partie, de l'apprentissage au désapprentissage. Extrait de vidéo présenté à Orléans. Au cours de la soutenance du mémoire. À l'École supérieure d'art et de design. Voir note de l'auteur page 10. Chapitre 1 L'apprentissage. On ne naît pas artiste, on le devient. Certes, la question du tempérament artistique n'est pas à nier ici. Pourtant l'artiste produisant des œuvres artistiques n'arrive pas seul.
il n'est pas seulement le produit d'une imprégnation culturelle, ou comme on l'exprime souvent bénéficiaire d'un don, il est aussi ce qu'il est par une formation spécialisée, par un apprentissage. À quoi nous sert l'apprentissage ? Cette question a davantage été abordée sur le terrain de l'évolution psychologique par l'éducation, que sur celui de l'art comme mouvement social ou comme pratique plus autonome. Tout individu, y compris le futur artiste, fait partie d'un groupe social auquel il se rattache et s'identifie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.